Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mada. Bonjour. Tu sais que tu es... Bonjour Marina. Bonjour Seynabou. Je suis trop contente d'être là. Alors vraiment trop contente d'être là. Je suis contente que vous soyez là aussi. Ben oui. Ouais. On est avec Mada Ndiaye, donc pour ce premier épisode de Parcours. Exactement. Voilà, c'est ce podcast que nous lançons au Sénégal autour de l'entrepreneuriat féminin. Mm-hmm. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on t'a, parce que au-delà, on va dire, de l'entrepreneuriat féminin, tu es aussi une grande sœur. Mm-hmm. Et on en parlait justement en préparant cet épisode que on t'entend pas beaucoup parler, donc on est privilégié quand même. Ouais. Non, mais je fais pas trop d'interviews, je fais pas trop de sorties, donc voilà quoi. Et aujourd'hui, tu nous reçois quand même chez toi. Pourquoi ce lieu? Parce qu'on demande à nos invités de choisir le lieu qui leur convient. Et toi, tu nous as dit, d'abord, tu as dit, je me sens bien dans ma chambre, mais quand même. Non. Mais dans le salon. Alors, oui. Pourquoi dans ton salon? Parce que c'est un lieu où je me sens bien quand je suis, quand je reviens de tournage. C'est un lieu où je me ressource beaucoup, énormément. Et dans ma chambre aussi. Mais bon, dans la chambre, c'est un peu particulier, mais j'adore le cocon de mon salon. Le cocon. Ouais. Et j'adore aussi recevoir les gens dans mon salon. Ah bah, on est reçus dans ton salon aujourd'hui. Je suis avec Marina. Ouais, on est trop contente d'être là. Moi, j'étais venue discuter avec toi pour préparer un petit peu ce parcours. Et nous, on a en commun le parcours dans le cinéma. Donc, je sais qu'on pourrait discuter des heures. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler beaucoup du parcours entrepreneurial, puisqu'on est dans un podcast autour de l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal. Avant, j'aimerais bien que tu nous dises comment toi, tu te décrirais en 3 mots. Alors, comment je me décrirais en 3 mots? 3 mots, c'est créativité, discrétion. Ça, on confirme. Voilà, discrétion, créativité et... troisième mot, c'est inventivité, si ça existe. Inventivité. Ça existe? Voilà, Ça existe. inventivité, voilà. Ça Ouais. existe. Super. Eh ben, on est ravis d'être avec cette Mada créative, inventive et aujourd'hui un peu moins discrète. Ouais, aujourd'hui, un peu moins discrète. Aujourd'hui, on va discuter. Volontiers. Et ce qu'on voulait échanger, ce sur quoi on voulait échanger avec toi, c'est vraiment ce parcours. Quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as dit que toi, tu n'avais pas du tout commencé dans le milieu où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Oh là là. Et d'ailleurs, attends. Oh là là là. Oui, oh là là. Et d'ailleurs, là même là. quand tu étais petite, est-ce que tu t'imaginais, quelle vie tu t'imaginais en fait quand tu étais petite, professionnellement parlant d'abord? Comment tu t'imaginais aujourd'hui productrice? Non, pas du tout. C'est ça. Quand j'étais petite, je m'imaginais femme au foyer, justement. Ah ouais. Entourée de mes enfants et de mari. Donc, quand j'étais petite, j'avais des rêves que, en devenant grande, quand je les raconte, les gens ne croient pas à ces rêves-là. Voilà. Ouais. Donc, quand j'étais petite, j'étais comme toutes les petites filles de mon âge, avec les poupées, en train d'imaginer
dans sa maison avec son mari, ses enfants, tu vois. J'étais très loin de la femme entrepreneur. C'est ça. Et en grandissant, j'ai fait le parcours parce qu'à l'école où j'étais, mon père était à l'école, professeur à l'école. Il voulait absolument que je fasse une série technique, une série scientifique, parce qu'il n'y avait pas assez de scientifiques femmes, des trucs comme ça. Et donc, j'ai été obligée de choisir une série scientifique, technique, et j'ai fait F6. F6, à l'époque, à Delafosse, c'était option chimie. Wow. Mais c'était un bac chimie, quoi. Un bac chimie. Voilà, bac professionnel chimie. Toi, tu fais partie de la génération qui ont fait, en fait, des bacs F. F6, wow. Donc j'ai eu F6, bac chimie. Après le bac, il fallait aller travailler tout de suite. Je suis allée travailler dans des laboratoires. Et, je l'ai fait pendant un an et demi. Et après, j'ai arrêté pour aller à l'Institut, faire un DUT, bac plus 2. Et après, je suis retournée encore travailler dans des laboratoires tels que Sonacos, l'IRD, des choses comme ça, quoi. Donc j'étais vraiment... j'ai fait vraiment un parcours académique, voilà, formation académique qui est loin, loin, loin de ce que je fais actuellement. Totalement, totalement. C'est très, très loin. Est-ce que ça te plaisait quand même un tout petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu as fait ça pour faire plaisir à papa? Voilà, j'ai fait ça parce que je ne savais pas quoi faire, surtout. Ah oui. Et le jour où ça a été clair que ce n'est pas ce que je voulais faire, j'ai arrêté et je suis allée faire autre chose. Donc c'est quoi qui a fait le switch? Alors, ce qui a fait le switch, c'est un jour, j'étais à l'IRD, je travaillais, et puis à la descente, je descendais. Au moment de rentrer, je pense, sur la route, à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie? Non. La réponse était non, et dès le lendemain, je suis allée au centre culturel. Et j'ai commencé à chercher, fouiner un peu, qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Et c'est là où je suis tombée sur une pièce de théâtre, Demain la fin du monde, de Pape Faye. Et il y avait Mariam. Ah ouais, ça a commencé là. Voilà, ça a commencé là, quoi. Et puis, je me suis dit, tiens, mais je me verrais bien dedans. Tu vois, ça a commencé comme ça. Comme ça, par ce hasard-là, en fait. Par ce hasard-là. Mais en vrai, un hasard, mais finalement, tu t'es quand même prise en main. C'est-à-dire que tu t'es levée, tu as dit, c'est pas ça, ça me convient pas. Non, ça me convient pas. Et tu es allée chercher quelque chose. Et là, le destin t'a montré, en fait, un signe. Exactement. Et tu en as parlé à quelqu'un à ce moment-là ou tu as fait ça dans ton coin? J'ai fait ça dans mon coin. J'en ai parlé à personne, à mon père, surtout pas à mon père. Ma mère, non. Mes frères et sœurs, non plus. Donc, je n'ai parlé à personne. Je l'ai fait dans mon coin parce que je me disais, bon, j'étais moi-même en recherche, donc je ne pouvais pas en parler à quelqu'un. J'étais moi-même en recherche de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire quelque chose dans la culture quand même. Okay. C'est pour ça que je suis allée au centre culturel. Donc le cinéma, pourquoi pas? Parce que le cinéma, à l'époque aussi, j'étais intéressée par le cinéma. Donc c'était à l'époque de Fonsip ou Fongip, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. Et j'avais commencé à faire une formation en tant que costumière de cinéma, à l'époque déjà. Et puis au bout d'un certain moment, j'ai laissé tomber pour aller faire autre chose. Et puisque dans le théâtre, il y avait plus d'encadrement. Il y avait Marcia de Castro qui nous encadrait beaucoup plus. Donc j'ai continué dans le théâtre pendant un certain moment. Mais tu l'as fait ça en cachette, tu as fait un coming out quand même à un moment donné, tu t'es dévoilé. Parce que tu ne peux pas monter sur scène sans que, à Dakar, petit comme dans une pochette, personne ne soit au courant. Bon, pas coming out, mais quand j'ai... au moment où je suis montée sur scène, il y avait quand même ma petite sœur, avec son copain, qui était venue me voir sur scène. Ben, elle est plus proche de moi en âge. Elle était la seule à être au courant que je faisais du théâtre. Mais à part ça, ni mon père, ni ma mère, bon, ils étaient loin de ça. Et quand est-ce qu'ils ont su? Et ils ont su
ils ont su beaucoup plus tard. Hein. Ouh là là, c'est loin ça. C'est des souvenirs. Ben justement, c'est loin. Justement. Quand est-ce qu'ils ont su? Mon père et ma mère, quand est-ce qu'ils ont su? Ouh là 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 là. Ça, je me rappelle même plus. Je sais que je suis issue d'une famille où on fait assez confiance aux enfants par rapport à ses parcours, par rapport à... Et que j'ai dit que j'allais faire du théâtre, ça ne dérangeait pas trop. Donc, quand est-ce que je l'ai su, ça n'a pas été un tiraillement, ouais, tu fais, je fais pas, qui puisse marquer un moment où il le savait, non. Je me rappelle plus. Okay. Je me rappelle plus. Donc ça s'est fait progressivement. Progressivement. En tout cas, les gens ont été au courant progressivement. Et toi, tu es resté dans ce domaine. Tu as testé le théâtre, tu es resté dedans. Quand tu dis un certain nombre d'années, c'est quand même... Oui, mais je l'ai fait de façon sporadique. C'est-à-dire que j'étais dans le théâtre, après j'ai laissé pour aller faire autre chose. Après, je suis revenue. Après, je suis... Tu vois, mais tu avais laissé complètement la chimie. Ah oui, la chimie, c'était bon. C'est dès que j'ai mis le pied dans le théâtre, la chimie, c'était bon, là. Tu n'as même pas eu envie de jouer une pièce de théâtre où tu étais chimiste dedans? Non, même pas. Même pas. C'est ça. Non. La chimie, c'était... Tu t'es formée, alors? Parce que pour le coup, c'était un métier de cœur, mais professionnellement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es formée? Oui, professionnellement, on s'est formé. On s'est formé pendant 4 ans avec Marcia de Castro au Centre culturel français. Même si j'étais moins assidue que Mariem et Patricia, on était formés pendant 4 ans. On y allait tous les lundis et je ne sais plus quel jour. On était formés, oui. Ouais. Et on faisait des stages avec des professeurs de clown, de bouffon, voilà. C'est marrant parce que c'est vrai que toi, ta formation à la base, c'était clown. C'était clown. Avec le nez rouge, la jupette. Quelque part, peut-être que quand tu parles de la discrétion, c'est peut-être pour pouvoir te cacher derrière justement tout ça. Oui. Bof, après clown, ça permettait de se cacher derrière un personnage. Oui, un personnage, voilà. C'est ça. Parce que je suis de nature très timide, même si y a beaucoup de gens qui ne vont pas le croire. Et peut-être que c'est cette timidité-là que j'ai voulu cacher, cette timidité-là que j'ai voulu, voilà. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont timides. Hein. J'ai été très timide. Je le suis un peu moins, mais j'ai été très timide. Dans le monde artistique, il y a beaucoup d'alter ego. Il y a beaucoup de timides dedans. De timides qui ont un alter ego un peu plus extraverti. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et comment s'est passé ta première fois sur les planches? Alors, ma première fois sur les planches, c'était en tant que clown. C'était un anniversaire. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On remonte dans les souvenirs là. Ouh là 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 là. La fille dont c'était l'anniversaire a maintenant des enfants. Elle est mariée. J'aurais dû lire les questions avant moi. Bon, en même temps, ça, c'était pas dans la liste. Hein. Ah ouais? Ouais, non. En plus, on fait des surprises. Là. Non, mais c'était un anniversaire, c'était ma première fois sur scène, c'était un anniversaire, je pense, si je ne m'abuse. Bon, on ne peut pas dire que c'est sur les planches, c'était pas sur les planches, parce que c'était un anniversaire. Mais ma toute première fois sur les planches, c'était, je ne me rappelle même plus. Oh là là. Est-ce qu'il y a dans cette carrière d'actrice, clown, est-ce qu'il y a des moments marquants que tu pourrais partager avec nous? Ouh là là, ça fait longtemps. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a eu certains succès. Alors après, des fois, les moments marquants ne sont pas les succès. Parfois, les moments marquants sont une conversation avec quelqu'un, une rencontre. Parfois, c'est une prise de conscience. Et parfois, c'est un succès. Mais non, c'était pas des succès. Bon, après, par la suite, c'était des succès. Mais là où je m'en suis arrêtée à la conversation, c'était pas des succès. C'était dans les années 1994, 95, 96. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était... on était partis en tournée en Casamance, en Mauritanie, avec Patricia, Kassé, Dada, Mariem. – C'était dans les années 97-98.
Et c'était la première fois que je sortais du Sénégal. C'était la première fois que j'allais en tournée avec la bande. Et c'est vrai que ça avait le côté découverte, le côté professionnel, pas professionnel. Donc c'était un peu mélangé et c'est vrai que ce côté un peu mélangé avait un peu perturbé ma tête. Et c'était des sentiments très, très mélangés de vacances, de pas vacances, de professionnel, de pas professionnel, C'était un ensemble de tout mélangé, quoi. Bon, c'est ça que tu gardes comme souvenir. Je sais que la réponse n'est pas convaincante. Non. C'est ça que tu gardes comme souvenir, le fait que ce soit un monde où c'est mélangé, en fait, oui. où tu vis des expériences mélangées entre le professionnel et le personnel. Et le personnel. C'est à la fois des amis, à la fois c'est tes collègues. Oui, c'est à la fois des amis, c'est à la fois des collègues, c'est à la fois des vacances, c'est à la fois le monde professionnel. C'était un peu mélangé, tu vois, et ça avait le goût de vacances, quoi. Donc tu as aimé? Bah oui, j'ai aimé. Ah oui, j'ai aimé. À ce moment-là, j'ai aimé chaque moment que j'ai passé avec ce groupe-là. J'ai aimé. Alors nous, on les connaît, quand tu dis Patricia, Mariem, nous on sait qui c'est. Et pour les auditeurs qui les connaissent pas, peut-être qu'on peut leur dire leur nom. Ben c'est leur nom, c'est Patricia Gomis, qui s'appelle Mambi maintenant. C'est Mariem Faye de Les Nuages perdent leurs plumes. Et avant, c'était dans la compagnie Côté Jardin. Et voilà, quoi. Une belle équipe, on dirait. Une belle équipe. Et aussi de belles aventures en termes de création. Ouais. Dont une, je pense qu'on connaît tous, cette pièce de théâtre, Polymacha, que vous avez... Alors, Polymacha, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est beaucoup plus tard. Parce que Polymacha, c'était en 2007, 2008. Ouais. Qu'on a mis en place les Cruella. Et là, je parlais de 94, 95, des trucs comme ça. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 94 et les Cruella? Ben, chacune est partie faire sa vie. Mariem a continué avec le clown. Moi, je suis partie faire ma vie. Et voilà, on s'est mariés, on a eu des enfants. La vie de femme a pris le dessus. Et voilà... Et puis après, on s'est toujours, on s'est jamais perdu de vue. On a toujours gardé le contact, malgré les enfants, malgré nos vies de femmes et tout. Et en 2007-2008, on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas voilà. Mais parce que tu t'ennuyais dans la vie rêvée que tu t'es rêvée petite de femme au foyer? Ou non, c'était pas ça? Parce que entre deux, tu as fait quoi? Non, entre deux, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et quand j'ai eu mes enfants, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas retourner au théâtre, tu vois? Et je suis retournée au théâtre. C'est pour ça que je disais à l'entame, la vie rêvée, c'est de pouvoir dire que tout est possible. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est de pouvoir faire, c'est la vraie liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux et quand tu le veux. Sans contrainte sociale, sans poids de la société, sans... Et je l'ai toujours eu. Tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours vécu comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Et ça t'a jamais créé d'accro ni quoi que ce soit? Non, avec qui? Avec personne. C'est ça. Ni avec les parents, parce que bon, j'ai eu des parents quand même assez compréhensifs. Ni avec le mari, parce que j'ai eu un mari assez compréhensif. Ni avec moi-même. Par rapport à la société, après, les gens, ils feront avec ce que tu leur donnes. C'est ça. Ils feront avec ce que tu leur donnes. Et quand j'ai voulu
retourné au théâtre avec Mariem. On s'est dit, on va créer quelque chose, on va regarder qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'était déjà fait en théâtre et tout. Et, bon, on est tombé sur les Cruella, un texte de Bernard Fripia, et on s'est dit, allez, on va vers les Cruella. Ouais. Et on a créé d'abord la pièce de théâtre qui s'appelle Les Cruella, et ça a été tout de suite, ça a pris tout de suite. C'est sûr qu'au Sénégal, quand tu parles de polygamie, tout de suite, ouais. De vie de couple, Ouais. ça marche. Ça marche. Après Les Cruella, on a créé Polymachin. Ouais. Parce qu'on est parti avec Les Cruella à Avignon, et il nous a dit, ouais, c'était pas vous et tout, donc créez quelque chose qui vient de vous. On est rentré, on a créé Polymachin. Ça a marché tout de suite aussi. Donc ça, c'était un duo que vous aviez toutes les deux? C'est un duo qu'on avait toutes les deux, duo de femmes. Ouais. Et parlant de problèmes de femmes, et on s'est dit, problème de femmes, quoi de mieux que la polygamie? Et on s'est plongé voilà, dedans. Et avec Philippe Laurent, qui était prof au Conservatoire de Dakar, qui nous a aidé à monter la pièce, à l'écrire aussi. Et puis voilà, ça a été un succès ici à Dakar, à Avignon aussi. Ouais. Donc ça vous a pris combien de temps dans votre vie? Vous avez fait ça pendant combien d'années? 2 ans, 2-3 ans. Ok. Ouais. 2-3 ans, ça nous a pris. Mais c'était une belle aventure. Ouais. Très belle. Très belle aventure. Très belle. Oui, ouais. Moi, je regarde encore les vidéos et même si ça date effectivement de quelque temps, c'est tellement toujours d'actualité, c'est tellement passionnant, en tout cas, les questions qui sont abordées. Et je trouve qu'en fait, on a encore besoin de ce genre de choses. On a une culture qui est très théâtre. On a toujours eu le théâtre dans notre paysage audiovisuel, avant même qu'il y ait les YouTube, etc. Et aujourd'hui, je pense que voilà, on gagnerait à retrouver les polymachins. On va en reparler, mais aujourd'hui, en fait, on te connaît beaucoup aussi par rapport à ta casquette actuelle de productrice, réalisatrice, avec ta boîte de production Artmada, qu'on trouve quand même assez bien créatif. Merci. J'adore le nom. Le nom est super bien trouvé. Super bien trouvé. C'est vrai. Je ne sais pas qui a fait le brainstorm, mais c'était pas mal. Ouais. Donc, mais entre les deux, il y a eu quelque chose. Non? Mais c'est ça. Donc, oui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? La publicité, c'était déjà Armada ou c'était autre chose? Non, c'était Armada déjà. C'était Armada. Ouais. Mais justement, comment tu as opéré cette transition entre justement le théâtre et maintenant aller sur la production, notamment, comment dire, publicitaire, beaucoup. Comment s'est opéré le switch? Je faisais les deux en même temps. Parce qu'avec mon mari qui était réalisateur, il était réalisateur de spots publicitaires. Donc, je faisais un peu les deux et je faisais du théâtre. Et après, quand je descendais de scène, j'allais sur les plateaux faire de la prod, quoi. Ouais. Et puis, après, le switch s'est fait facilement parce que au détour d'une tournée théâtrale, je me suis dit, mais il va falloir que quand je rentre chez moi, il faut que je crée quelque chose pour pouvoir soutenir les artistes. Parce qu'au départ, Armada, c'était pour soutenir les artistes. Parce que moi, je pars en tournée, on s'occupe de moi, tu vois, j'ai une sorte d'impresario, j'ai plusieurs personnes qui me géraient et tout. Je rentre à Dakar et je retrouve pas ce même système-là autour des artistes. Et je me dis, mais pourquoi ne pas créer ce même système-là autour des artistes? Puisque moi, je suis sur scène, mais je n'avais pas du tout l'intention d'être sur scène longtemps, quoi. J'avais plutôt l'intention de sortir de scène, de me mettre en dehors de la scène et d'aider les artistes, de pousser les artistes. Donc, quand je suis rentrée de tournée, j'ai créé Armada Sénégal. Et Armada Sénégal, au départ, quand je l'ai créé, c'était pour pousser les artistes. Et
en mettant ce système-là en place, j'ai créé aussi une émission qui s'appelle Photo, d'offre Photo. Et dans cette émission-là, c'était une émission de one-man show où je mettais en scène les artistes, je les poussais à... Voilà. Et c'est à l'issue d'une de ces émissions-là qu'une agence a vu l'émission, m'a dit, mais pourquoi pas créer une sorte de publicité qui va... une pub, comment il dit, web-série. Une web-série. Une web-série. J'ai dit, mais oui, pourquoi pas? Parce que en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé ce truc-là. Et quand on l'a créé, cette web-série d'Orange, ça a tout de suite marché aussi. C'est ça. Et ça a tout de suite marché. Et c'est ça qui a dévié, en fait, la maison de prod c'est ça qui a dévié l'entité Armada qui était là pour les artistes vers la maison de prod pour les spots publicitaires, en fait. Tu as suivi, en fait, ce qui s'est présenté et ça a marché. Ça a marché et j'ai suivi. Ça a marché et j'ai suivi. Mais parce que aussi à ce moment-là, c'était assez innovant en fait en termes de contenu. Exactement. Je pense que ce qui était intéressant, c'est de voir en termes d'innovation justement comment on fait de l'innovation culturelle. Exactement. Et on fait du business parce qu'on sait aussi que des fois le monde de l'art, des artistes, ça peut être compliqué financièrement. Non, c'est très malin, je pense, d'avoir pensé à mixer ces deux mondes-là, le monde du théâtre avec le monde commercial de la publicité, parce qu'on peut vraiment trouver en fait son audience. Exactement. Et je pense que c'était la première fois qu'on faisait des choses pareilles à l'époque. C'était la première fois qu'on faisait des choses pareil. Et puis moi, ce que je voulais, c'est changer un peu de tête. Parce qu'on voyait toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes qui venaient faire leur truc dans les publicités. Et maintenant, ça a changé beaucoup. Mais à l'époque, c'était toujours les mêmes. Et je leur disais, mais il y a énormément de talents. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais ils ne savaient pas comment faire le link pour venir vers la pub. La pub ne savait pas comment aller les récupérer pour en faire des... Et il fallait juste penser à un truc comme ça. Et comme quoi, c'est pas parce que ça n'existe pas que c'est pas une bonne idée. Ouais, exactement. Souvent, on a peur de sortir des schémas parce qu'on se dit, les gens font tous comme ça, ou ça se fait comme ça, ou ça n'existe pas, ou personne. Surtout au Sénégal, on aime bien dire personne ne le fait, donc ça veut dire que c'est exactement. Pas bon. Et là, la preuve, c'est que vous avez innové avec cette approche, amener le théâtre dans la pub en plus. Souvent, ce que je dis, c'est que c'est des mondes différents. Il y a le monde de l'art et le monde de la publicité. On sépare tout le temps. C'est comme si ça n'avait pas la même valeur. La culture, souvent, on donne une plus haute aura, appréciation à la culture. Et puis, la publicité, c'est le domaine du business et c'est autre chose. Et mixer les deux mondes, finalement, c'était hyper intéressant. Faire quelque chose qui ne se faisait pas et ça a marché. Et c'est ça l'innovation. Voilà. C'est vraiment ça l'innovation, c'est d'être à l'écoute des personnes, en tout cas pour qui on crée ou on crée de la valeur. Donc, est-ce que cette valeur-là, elle correspond à leurs attentes? Donc, c'est ça qui, je pense, qui est important. Mais justement, est-ce que vous avez essayé de le faire pour les gens ou vous l'avez fait parce que ça vous parlait à vous? Bon, déjà, on ne l'avait pas fait pour nous parce que c'était une commande. Eux, ils ont vu le potentiel. C'était une commande d'une agence qui voulait le faire pour Orange et des trucs comme ça. Et ils ont vu ce que nous n'avions pas vu parce que c'est leur métier aussi, en tant que publicitaire, de le voir. Et après, ça vous a lancé. Et après, voilà, après, ça a lancé Armada Sénégal comme maison de production audiovisuelle qui faisait des spots publicitaires sur la place, quoi. Et alors, est-ce que c'est ça pour toi la réussite? Ou c'est quoi pour toi la réussite? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'était pas la réussite. C'était un pas de plus peut-être vers la réussite. Et non, c'était pas pour moi la réussite. C'est quoi pour toi la réussite? Oula! Hey. Oh là là! Grande question, hein? Tout à l'heure, tu nous as parlé de la liberté. Oh là là! Ouais, je suis plus enclin à parler de la liberté que de la réussite.
Pourquoi? Tu n'es pas à l'aise avec? Ou c'est pas un sujet pour toi? Non, c'est pas ton drive. C'est pas que je suis pas à l'aise avec, c'est que je n'arrive pas à donner une définition à la réussite. Est-ce que tu cherches la réussite ou tu cherches pas ça? Qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est ça la question. Bon, si on repositionne ça peut-être... Qu'est-ce qu'on appelle la réussite? C'est ça. Mais si on le repositionne peut-être sur le pays dans lequel on vit, on va souvent en fait associer la réussite à la réussite financière. Matérielle. Oui. Est-ce que ça te parle, toi? Quoi? Est-ce que, je vais reposer la question de manière un peu plus claire. Oui. Est-ce que tu t'es fait de l'argent en faisant ça? Oui, je me suis fait de l'argent. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce qu'on ne parle pas aussi, c'est quelque chose, au-delà en fait de cette approche un peu plus philosophique du lien qu'on a avec la réussite. Je pense qu'aussi quand on crée des entreprises, on les crée et il y a des réalités. Il y a les réalités qui sont celles en fait des charges, des responsabilités qui vont avec. Oui. Et à un moment donné, peu importe la passion pour laquelle on a, il faut que ça fonctionne. Exactement. Il faut qu'on se fasse de l'argent. Oui. Et est-ce que ça a fonctionné effectivement? Ça a fonctionné à un moment, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné même parce que ce qu'on faisait marchait, parce que ce qu'on faisait, ça plaisait aux gens et que... parlant d'entrepreneuriat, ça prenait parce qu'on devenait une sorte de référence dans le milieu. Et ça marchait, donc oui, on peut dire qu'il y avait une certaine forme de réussite. Comme on l'entend maintenant. Comme on l'entend maintenant. Comme on l'entend maintenant. C'est ça. Ouais. Mais pour toi, est-ce que ça t'épanouissait en fait aussi de faire ça? Oui, oui, moi j'adorais faire ça parce que en dehors de cela, j'encadrais des comédiens et c'était pour ça en fait que j'avais mis en place cette structure-là. C'était dans le but d'encadrer des comédiens, de les mener vers une sorte de réussite professionnelle quelque part. Tu leur crées des ouvertures en fait. Je leur crée des ouvertures avec avec d'autres annonceurs, pas seulement avec Orange, et puis il y en avait d'autres aussi. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui a été peut-être compliqué? Parce qu'on comprend qu'en fait tu as lancé ça à un moment, c'est comme on dit en entrepreneuriat, le momentum, le bon moment, c'est quand même clé. Parce que souvent, en fait, quand on peut lancer des produits ou des services, on est trop, on va dire, précurseur et ça ne prend pas. Mais là, c'était le bon moment. Est-ce qu'il y a eu des périodes ou des phases compliquées? Ou dans ce type, en tout cas, d'activité, quelles sont les choses un peu compliquées? Les choses un peu compliquées, c'est qu'à un moment, comme je l'ai dit, j'ai mis en place pour les comédiens. Et c'était d'être agent un peu. C'était d'être... pas agent, mais quelqu'un qui est là pour les comédiens, qui est là pour les mener à leur carrière. C'est ça, mettre vraiment le comédien au centre de tout. Voilà, au centre de tout, et que ça n'a pas été compris tel quel. Parce que tu avais une double casquette, tu étais à la fois productrice et agent de comédien. Voilà. Et souvent, c'est des métiers complètement séparés. C'est complètement séparé. Et toi, tu as encore réinventé le truc à ta façon. Non, ça n'a pas passé. C'est pas passé au niveau des comédiens parce que justement, il fallait peut-être que je sépare les. Parce que peut-être ils avaient l'impression que tu cherchais ton intérêt côté production, alors que toi, tu pensais être là pour eux. Et c'est ça en fait. Et donc ça a amené des clashs avec certains comédiens. Pas des clashs ouvertement ou quoi, mais c'est ce que je prenais comme des manques de confiance, alors que c'était juste le système qui n'était pas arrivé à ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ont des agents, et ça se fait. Mais à l'époque, voilà, à l'époque, c'était pas du tout... c'était nouveau, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tu as été la première au Sénégal à essayer de prendre soin des artistes. Exactement. Et de les aider à... Et à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il y avait les annonceurs qui passaient par derrière pour aller parler directement aux comédiens.
oui, mais voilà, c'est pas la peine, on va aller parler en tel. Et après, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Parce que toi, tu as mixé quand même. En fait, ton mix, il est quand même, comme on dit ici, ton nokos là, il est bien saf. Tu as nokos dedans. Le commercial, la culture, les comédiens, la production, et puis tout ça dans un contexte sénégalais. Ouais. Mais justement, c'est quoi la recette? Comment en fait tu es arrivé quand même à tenir plus ou moins cette barque-là au fil des temps et jusqu'à présent en fait? Au fil des temps, jusqu'à présent un peu moins parce que là, entre-temps, je me suis frayé un autre chemin ailleurs. Mais c'est en ayant l'instinct de survie de me séparer des choses qui n'allaient pas au fur et à mesure que j'allais. Avec les artistes, quand je voyais qu'un truc n'allait pas et que ça ne correspondait pas, au lieu d'essayer de me réinventer dans ce métier-là, je le mettais tout juste de côté, quoi. Et je me dis, bon, ce n'est pas du tout mon rôle d'être agent, donc je ne fais pas agent. Ce n'est pas mon rôle d'être ceci, et voilà. Tu as essayé, et puis à chaque fois, à chaque fois, j'ai réaligné en fonction de ce qui fonctionnait mieux. Exactement, en fonction de ce qui fonctionnait le mieux. Parce que je me disais, ce n'était pas le moment. Je voyais qu'autour de moi, le modèle que je voulais créer n'existait pas. Les comédiens, je savais qu'ils avaient besoin. Eux, ils savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose d'autre, mais ils n'arrivaient pas trop à savoir. Moi non plus. À un moment donné, je me suis dit, bon, écoutez. Et alors aujourd'hui, tu nous as dit que tu as un petit peu... changer de chemin, c'est quoi le chemin? Exactement. Non, mais le chemin, c'est de choisir quelque chose par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire le cinéma. Le cinéma qui n'est pas loin du théâtre, qui est plus proche du théâtre que de la publicité en tout cas. Tout ça reste dans la même famille. Et au bout de X années dans la pub, je me suis dit que c'est le moment de choisir le cinéma. Et pourquoi tu as eu l'impression qu'il fallait choisir? C'est pas possible de concilier les deux? Non. Pourquoi? Quand on fait la pub, y a un système de financement. C'est-à-dire que ils amènent les... T'as des clients en fait en pub, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est eux qui viennent avec un projet, ouais. Alors que dans le cinéma, c'est toi qui proposes le projet. Ouais. Peut-être c'est le modèle économique. Le modèle économique n'était pas le même en cinéma qu'en publicité. Et en publicité, le client vient avec son produit. Il te dit, voilà, moi j'ai un produit, commande. voilà, c'est ça que je veux, nanana, c'est une commande. Maintenant, dans le cinéma, moi je ne parlerai même pas de cinéma parce que pour commencer, je voulais faire des séries. C'est pas pareil que le cinéma, encore une fois. Parce que le modèle économique des séries, c'est un peu comme le modèle économique de la publicité. Tu as de l'argent, tu fais une série, la série, tu la vends aux annonceurs, tu la vends aux chaînes de télé, ça te rapporte de l'argent ou ça ne te rapporte pas de l'argent. Alors qu'au cinéma, il faut tu as ton produit, tu vas chercher des financements auprès des guichets de financement, des bailleurs, des trucs comme ça, et c'est pas pareil du tout. Donc moi, au début, je voulais, puisque je venais de la pub, je me suis dit, je vais faire du cinéma comme on fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit rentable. Il ne faut pas que ça soit un truc de bailleur, il ne faut pas que ça soit un truc de... Tu vois? Et par la suite, je me suis exposée à un problème, c'est-à-dire que ça ne marche pas comme ça. Le cinéma, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se faire un nom. Il faut avoir d'abord un nom pour que les guichets de financement te... Machin. J'ai dit, OK, donc je laisse le cinéma. Je vais faire des séries d'abord pour faire un nom dans les séries. Et après, je vais faire du cinéma. Même si je trouve que dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. C'est difficile de séparer le cinéma des séries. Et alors, j'ai mis en place
une série que j'ai essayé de financer par les moyens que j'avais, par les contacts que j'avais en pub et tout ça. Donc j'ai réussi à avoir des contacts, de la pub. Malheureusement, l'argent n'a pas suffi. Mais bon, après, par le parcours, je me suis arrêtée, je suis allée chercher de l'argent et voilà, maintenant je suis presque à la fin de la série, puisqu'on est en post-prod et que normalement, d'ici la fin du Ramadan, mois d'avril, ça devrait sortir. Donc, j'espère que ça va... Donc, on est passé de la chimie au théâtre à la production de pub. En passant par l'accompagnement des artistes. Exactement. Et aujourd'hui, on est sur le côté cinéma, série. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et qu'est-ce que c'est, voilà. Oh là là. Et si tu, comme ça, en rétrospective sur ta carrière, c'est quoi tes plus grandes fiertés? J'allais dire tout. C'est beau. Je ne peux pas choisir. Ça c'est l'artiste qui parle. Non, j'allais dire tout parce que j'ai aimé chaque chose que j'ai fait. Chaque chose. Ça a été un choix. J'ai aimé chaque chose. J'ai rien fait par dépit ou par... j'ai aimé chaque chose que j'ai fait. Même si après, par la suite, j'ai un peu galéré des fois. Mais j'ai aimé chaque chose que j'ai fait. Ça, mais vraiment. Génial. Vraiment. C'est beau de pouvoir dire ça. Ouais. Et c'est là où tu l'as dit, hein, c'est des choix. C'est-à-dire, tu as fait des choix qui te convenaient et finalement, tu es contente du résultat. Exactement. Après, bon, les résultats, ça peut être plus ou moins mitigé, ça peut être plus ou moins... On rencontre toujours des difficultés en faisant ces choix-là. Tu vois, mais dans tout ce que j'ai fait, j'ai été fière de l'avoir fait parce que ça a été des choix. Et même si sur le coup, c'était un peu difficile, après coup, en regardant, en répondant à vos questions, je me suis rendu compte que... Est-ce que tu les as célébrées, toutes ces fiertés? Non. Ça, c'est un truc, on oublie souvent de célébrer nos réussites petites et grandes. Non, je n'ai pas célébré. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on ne nous a pas appris à célébrer nos réussites. Je ne sais pas comment célébrer mes réussites. Je ne sais pas comment célébrer, mais aujourd'hui, on célèbre les réussites de Mada. Voilà, je ne sais pas comment célébrer les réussites. On a un concept pour toi, ça va bientôt arriver. Ah. Célébrons les réussites. Célébrons les réussites. Et justement, tu dis que voilà, c'est pas toujours facile, on le sait, nous aussi, on est entrepreneurs, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute. Et comment tu fais, toi, quand tu es dans ces moments-là? C'est quoi tes secrets? Dans des moments de doute? Ouais, ou des moments quand tu te retrouves face à une difficulté. Les moments de djarlé. Comment tu gères ça? Djarasso. Alors, moi, des moments de djarasso... Dans des moments de djarasso, je fais un truc. C'est que je me recentre sur moi. Je me rends compte, hein, en répondant à votre question, que c'est ce que je fais. Je ne parle à personne. Je me mets dans une forme de cocon, presque. Et je me dis que demain, ça ira mieux. Que demain, j'aurai la réponse. Et je reste persuadée d'une chose, hein, c'est que demain, j'aurai la réponse à la question. Je ne mange pas. Je dors pas, ou je dors quand je veux, mais en tout cas, je me mets dans une forme de cocon et je fais confiance à mon oreiller. Non, mais c'est vrai. Le meilleur conseiller. C'est vrai. Ouais. Et ça marche pour toi. Et ça marche. C'est-à-dire que, comment on dit, demain c'est un autre jour. C'est ça. Demain c'est un autre jour. On comprend vraiment pourquoi tu dis que le refuge c'est ta chambre. Oui. Demain, c'est un autre jour. Et c'est en parlant que je me suis rendu compte de ça. Demain est un autre jour. Et que quand on s'endort et qu'on se réveille, on trouve toujours la solution.
Est-ce que des fois, ce refuge, c'est une personne en particulier? Non. Comme on sent que t'es sans doute un peu plus introverti et du coup, le refuge, c'est te retrouver avec toi-même. Oui, le refuge, parce que je pars du principe que quand on est vraiment dans des situations de grandes perturbations morales et tout, on ne peut trouver le salut qu'en soi. Je suis presque persuadée de ça. Bon, après, je suis particulière. Mais tu sais, en fait, on a un dicton qui le dit, Wartana Laksendiagana, discute avec ton oreiller. Parce que vraiment, c'est très important ce repli sur soi. Et c'est aussi pareil, hein, quelque chose où on n'a pas cette connaissance de soi, ce repli sur soi, la possibilité de se donner l'autorisation de se repli sur soi. Ça aussi, ça peut être compliqué des fois dans nos sociétés, mais on le retrouve dans plein de sociétés, dans plein de stratégies. C'est des stratégies de repli où en fait on se replie pour mieux se préparer pour rebondir. Et je pense que ça peut être aussi une source de longévité et de résilience. Ouais, moi je pense que aussi loin que va l'humanité. Après, il y a des célébrations à faire avec toute la société. Mais les plus grandes douleurs, les plus grandes peines, c'est à un moment ou à un autre, il faudra essayer de les chercher en soi. Et justement, j'ai une autre question. Oula, tu me fais peur là. Je vois ce regard. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un de tes plus gros challenges, une des plus grandes difficultés que tu as connues dans ta carrière? C'était le Covid. C'est vrai? Le Covid, c'est venu et du jour au lendemain, toutes les activités se sont arrêtées. Mais toutes les activités se sont arrêtées. Pendant le Covid, j'avais... parce que j'ai un salon de coiffure aussi. Voilà, on continue à apprendre des choses. J'ai un salon de coiffure depuis 2017, 2007. 2007, t'as depuis dit? 2007. C'est une vieille dame là qui se trouve aux Almadies. Et le Covid est venu du jour au lendemain. Le salon, il fallait l'arrêter parce que c'est un lieu où se regroupaient des gens. Oui. La production, on m'a dit, on ne donne plus d'autorisation de tournage, donc il faut arrêter. On a arrêté. Je me suis retrouvée du jour au lendemain sans activité, sans rien. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants à l'école, bon, ils y allaient par... tu continues à tout payer, mais tu ne travailles plus, quoi. C'était ça. Tes employés, tu continues à payer. Les loyers, tu continues à payer. L'école des enfants, tu continues à tout payer, mais tu ne travailles pas et tu n'as pas d'argent 40 ans. Et c'était vraiment un moment vraiment de pur challenge, comme on dit. Parce que le challenge, c'est de se dire, mais comment je vais m'en sortir de tout ça? Donc voilà. Et comment tu t'en es sortie? Ben, je m'en suis sortie parce qu'à un moment donné, par les regroupements de femmes entrepreneurs, de femmes machin, tu vois, parce qu'il y avait quand même des cellules d'aide qui s'étaient mises en place et tout. Et puis, au détour d'une conversation, j'ai un monsieur, c'est un ami maintenant, qui me dit, mais fais des courriers, arrête de payer déjà et fais des courriers. Fais des courriers à tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des courriers à tout le monde, à mes bailleurs, aux employés, aux trucs, en leur disant que voilà, vu le contexte mondial actuel, vu tout, et voilà, je suis dans l'incapacité de payer. Et je me suis rendu compte que non seulement le
le message a été entendu, mais que les gens étaient compréhensifs, malgré ça. Mais c'est une leçon aussi de se dire qu'il y a des moments, il faut faire pause et demander de l'aide, en fait, et expliquer. Il faut faire pause et expliquer, surtout expliquer. Il ne faut pas penser qu'on est tout seul au monde et qu'on peut gérer les choses. Ou mettre sous le tapis. Il faut expliquer. Faut affronter mais quand on est entrepreneur, on a tendance à vouloir assurer les salaires, assurer tout, et on se sent mal, mais en fait, devant l'impossible... Nul n'est tenu. Exact. Et moi, j'ai suivi ce conseil-là, j'ai fait des courriers un peu à tout le monde, en disant que, vu ceci, vu, voilà, j'arrête tout, on arrête tout, jusqu'à nouvel ordre, et... Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas dit que pendant ce temps-là, les salaires étaient gelés, complètement gelés. Parce que je ne pouvais pas continuer à vouloir donner de l'argent tout le temps. À un moment donné, tu voyais que les économies s'affondaient comme neige au soleil. Et puis en plus, on se disait, ça va reprendre. Exactement. Mais exactement. Long. Ça a pris du temps à reprendre. Et qu'est-ce que justement tu as retenu de cette période un peu compliquée? Qu'est-ce que tu en as sorti? Est-ce qu'il en est sorti un projet? Est-ce qu'il en est sorti plutôt des apprentissages? Ben, il en est sorti des apprentissages et des projets. Des apprentissages du genre, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut un réseau. Parce que moi, j'étais ici, j'habitais pas loin et je faisais les bureaux ici. Et un jour, un ami est venu m'amener des croissants. Il était entrepreneur comme moi. Il me dit, ouais, je fais le tour. Je sais qu'on n'a pas le droit de sortir, mais voilà, moi, je fais le tour. Il m'a amené des croissants, on a discuté de tout, de rien, tu vois. Et il m'a donné il me dit, ouais, écris à tel ministère, il paraît qu'il donne des aides. Et donc, j'ai écrit. Bon, ils m'ont donné un chèque après pour aider un peu. Et c'est comme ça que j'ai su que il y avait une sorte de solidarité qui s'était créée entre nous. Donc ça, en apprentissage, j'ai appris ça. Et en termes de... professionnellement, ça a plus poussé mon côté vers le cinéma. Ouais. Ça a fait de la place. Ça a fait de la place. Ça a fait énormément de place. Bon, allez. Beaucoup de place. Ouais, donc ça, c'est le moment où je me suis dit, il faut aller vers le cinéma. Et c'est le moment, quoi. Ouais. Et tu as parlé de ce côté réseau. Et c'est quelque chose d'important quand on est entrepreneur. Est-ce que tu fais partie de certains réseaux, formels ou informels? Oui, je fais partie des YAI. Ça, c'est le réseau le plus fort. Le Google, le chat GPT. Le YAI. Et puis, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Femmes Bâtisseuses. Il y en a au Sénégal, il y en a un peu partout dans le monde, dans 100 et quelques pays. Je fais partie de plein de réseaux, en fait. Je fais partie de beaucoup de réseaux de femmes qui aident à se retrouver, qui aident à se tenir au courant des choses qui se passent, qui aident aux formations, qui aident pas mal. Parce qu'au début, moi, je ne croyais pas trop à ces histoires de réseaux-là et tout. Au tout début des réseaux, quoi. Mais après coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer pour voir. Et en essayant, on prend le pli. Parce que, mine de rien, ne serait-ce que de se retrouver, c'est un grand... Voilà, quoi. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Ouais. Ça fait énormément. Ne serait-ce que de se retrouver. Après, par la suite, il y a les formations, il y a les... Voilà. Et tu as eu des structures qui t'ont accompagné au-delà des réseaux? Est-ce qu'il y a des structures vers lesquelles tu t'es tournée ou que tu as découvert qui ont accompagné d'une façon ou d'une autre? Non. Non.
Non. Accompagné par de l'argent, tu veux dire? Par de l'argent, de la formation, accompagner les projets, en fait. Oui. Ouais. Il y a la formation, il y a le réseau grâce à Marshall, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu appréhendes en tout cas ce nouveau projet, ce nouveau challenge? Je l'appréhende avec beaucoup de confiance parce qu'à chaque fois que je pitch le projet à l'étranger, ça a un énorme succès. On me dit que ouais, c'est un très beau projet, qu'il faudra y aller jusqu'au bout. Et en même temps, c'est un beau projet, en même temps, c'est un projet d'envergure, que tu vois, parce que c'est un projet d'époque. Oui. Et qui dit époque, dit costume d'époque, dit décor d'époque, dit tout ce qui est époque. Ouais. Ça coûte hyper cher. Chevaux, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Ah, il n'y avait pas de voiture, il y avait des chevaux. Et quand tu dis chevaux, ça veut dire dresseur. Ça veut dire dresseur. Ça veut dire très beaux chevaux. Très beaux chevaux, mais l'escadron de la gendarmerie, ils ont des très beaux chevaux au niveau de Colobane, parce que j'avais fait déjà le pilote de la Dior, donc on est allé les voir et les solliciter pour ça. Eux, ils ont de très beaux chevaux, très bien dressés et tout le reste. Donc pour les chevaux, ça, c'est pas un problème. Mais il faut, côté déco, il faut refaire une déco complètement, voilà. Les costumes aussi, pareil. Et c'est un projet qui risque de coûter cher. Donc, il faudra aller chercher l'argent. Il faudra aller chercher l'argent. Et bon, je suis en bonne voie. Je ne vais pas en dire plus. Donc là, tu es en mode promoteur, vraiment, tu vas aller chercher de l'argent pour te donner les moyens de cette production. Exactement. Parce qu'on voit aussi de plus en plus, même dans le paysage panafricain, ces contenus qui reviennent sur des figures historiques. Il y a une question aussi de réappropriation, en fait, de notre histoire, de narratifs qu'on se réapproprie pour parler de ces sujets-là par nous-mêmes et avec nos propres comédiens, avec nos propres références. Et je pense que vraiment, moi, j'ai hâte de voir ça. Je dirais juste que la figure principale est féminine. Donc, on est en plein dans le thème de ce podcast. Ouais. On refera une interview quand ça sortira. Quand ça sortira. Inch'Allah. C'est ça. Inch'Allah. J'espère que ce sera pour bientôt. On a fait le parcours professionnel. Maintenant, on aimerait bien savoir comment ce parcours professionnel a été accompagné par le parcours familial, personnel, de vie de femme, en fait. Comment ça s'est passé de la femme qui voulait être mère au foyer, elle se retrouve en train de monter un projet cinéma d'époque. Ouais. Et comment, en fait, voilà, on construit une famille autour de ça? Comment on... Voilà. Cette femme a été accompagnée, parce que toute seule, elle n'y arriverait pas. Elle n'y arriverait sûrement pas. Donc, cette femme a été accompagnée par des hommes, par des femmes. Commencer par mon père, qui n'est plus de ce monde, ma mère, mes frères et sœurs qui ont été là d'une façon ou d'une autre, mon mari, qui n'est plus là, mais qui m'a aussi portée. Et voilà, ce sont des hommes et des femmes qui ont participé à la femme que je suis devenue maintenant. Tout à fait. Et nous, on aime bien le sujet justement des relations hommes et femmes. Marina a fait un super travail autour des relations père-fille. Oui. Et donc, voilà, les hommes de ta vie, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, les hommes de ta vie, ton père, ton mari? Malheureusement, ils ne sont pas restés assez longtemps. Assez longtemps. Ouais, mais ils m'ont apporté... Je dirais qu'ils m'ont apporté la confiance en moi. Ouais. Moi, si je suis devenue qui je suis aujourd'hui, c'est beaucoup à cause, par mon père qui a mis cette force-là en moi. Et malheureusement, il n'est plus là, mais si je suis devenue une warrior, comme on dit, femme déterre, dure, les jeunes, les déterres. Les déterres. Ah bon? C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent dans la nouvelle génération, les Gen Z. Déterres. Ou même peut-être que ça, c'est old school déterre. Franchement,
pense qu'aujourd'hui... C'est dépassé, là. Et c'est quoi qui est à la mode? C'est tu dead, maman, tu dead. Tu dead. Quand je fais des trucs bien, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, ils m'ont apporté la force que je peux avoir aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Mon mari, pareil, il m'a donné il a accompagné cette liberté que j'ai toujours voulu dans ma vie, et il est venu et il a accompagné. Ouais. Il n'a pas brimé, ni quoi, voilà. Et ça fait la belle plante qui n'apporte rien et qui va selon le vent, ce que les choses de la vie, comment ça se présente et tout ça, quoi. C'est hyper important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, quand on est bien entouré, bien accompagné, c'est là qu'on peut vraiment s'épanouir. Et donc, c'est important qu'on donne leur place primordiale aussi aux hommes dans ce cheminement. Exactement. Les papas, les maris, vous êtes super importants. Soyez là pour vos filles et vos femmes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, mes plus belles preuves, ça vient des hommes. C'est mon père et mon mari. Est-ce que tu accepterais de nous parler un peu de ton mari? Parce qu'il est parti tôt. Oui. Et qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, dans ton parcours professionnel? Comment tu as pu gérer ça? Parce que c'est un truc énorme. En plein dans une carrière. Qu'est-ce qui est énorme? De perdre ton mari dans une carrière comme ça, à cet âge-là. Oui. Comment tu as pu surmonter ça? Bon, on ne surmonte jamais. Ouais. On ne surmonte jamais. C'est que tu continues à vivre. Tu continues à faire ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire continuer à vivre. Tu ne te poses pas de questions, surtout pas de questions. Tu ne te remets pas en question. Tu te réveilles le matin et tu fais ce que tu as à faire. C'est tout. Et puis, par contre, le plus difficile, c'est quand les enfants sont partis. Ah oui. Parce que tant qu'ils étaient là, c'était les moteurs. C'était eux qui tu continuais le boulot, quoi. Tu continuais le travail qu'il y avait entamé. Mais quand les enfants partent, petit à petit, il y en a un jusqu'au dernier qui part. Tu te dis, mais où est le moteur, là? Ouais. Tu vois? Quelle est la motivation? Ouais, tu cherches la motivation, tu cherches le... Ça remplit l'espace, les enfants. Hein? Oui, non seulement ça remplit l'espace, mais c'est une motivation. Okay. C'est un sacré moteur parce que tu ne te poses pas de questions, tu ne te demandes pas où est-ce qu'il est. Parce que quand tu as l'habitude de bosser, qu'il soit là ou pas, tu continues. Et les enfants étant là, c'était qu'on continue. Mais quand les enfants ne sont plus là, tu te dis, mais il y a quelque chose qui manque là. Il y a quelque chose qui manque. Oui, il y a quelque chose qui manque. Dans la motivation, dans le... Voilà. Donc tu dois repenser tout autrement. C'est ça. Et ça arrive aussi, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup ces temps-ci parce qu'on est un peu, on va dire, dans les débuts ou en plein dedans, autour de nous, les femmes qu'on côtoie. Ça arrive aussi dans des phases de changement pour la femme. Soit on est en périménopause ou on est peut-être bientôt dedans, etc. Et ça pose vraiment cette question-là de est-ce que c'est peut-être le moment de réinventer une nouvelle vie pour moi? Une nouvelle vie qui sera sans mes enfants parce qu'ils sont partis maintenant, ils font leur vie, sans mon mari qui n'est plus là. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment, en fait, de réinventer cette vie en cherchant un nouveau moteur? Peut-être, hein. Peut-être, je vous dirai dans 2-3 ans parce que parce que je suis en plein dedans. Tu es en plein dedans. Je suis en train de chercher comme vous. Et puis... Ah mince, on pensait que tu aurais la réponse. Non, non, mais je cherche. Ouais. Et étant donné qu'on ne maîtrise rien, on ne peut que faire confiance à la Providence et puis se faire accompagner au mieux. C'est ça. Des fois.
C'est ça. Et de quoi tu as envie maintenant? On a parlé de la petite fille qui avait ce rêve, cette femme, ce qu'elle est devenue jusqu'à présent. Alors, aujourd'hui, enfin, de quoi tu as envie? Voilà. De quoi tu as envie? T'aimerais que ce qui vient, en fait, comme tu dis, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance au destin, tu fais confiance à beaucoup de choses. Mais je pense que tu as quelques envies, peut-être. De quoi tu as envie aujourd'hui? J'ai envie que mon film Datayala puisse être produit déjà. Ah, elle a spoilé. Ah. Elle a spoilé. Non, on va enlever. On va enlever. Mais c'est pas... C'est pas grave. Non, on garde. Non, c'est pas un sujet tabou. C'est pas garder... c'est ça. Parce que je le pitch à tous les festivals où je vais. Où tu vas. Donc tu as envie, ouais. Tu as envie que ton film, donc voilà, que mon film soit produit. Ça, c'est vraiment la chose. À part mes envies de femme et de mère, voilà. Professionnellement, j'ai vraiment envie que le film soit produit. Et que la série sorte et que ça soit un succès, et voilà quoi. Et tu cherches combien d'argent pour faire cette série confortable, comment dire, pour faire ce film confortablement? Je cherche 1,5 million d'euros. Oui. C'est-à-dire, je cherche 995 millions d'euros de francs CFA. 995 millions de francs CFA. C'est ça. Ouais. C'est ça. Là, effectivement, on part sur une autre échelle et on trouve ce genre de financement où? On le trouve dans les guichets de financement, l'OIF, on trouve dans les guichets de financement FOPICA, on trouve dans les... Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver le financement au niveau de la population active, en faisant du crowdfunding. Parce que je crois beaucoup qu'il y a des Sénégalais qui sont des privés, qui ont des moyens et qui sont prêts à mettre la main à la poche pour ce genre de projet-là. Parce que c'est un projet d'envergure nationale et qui intéresse plus de gens qu'on ne pense. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont coproducteurs dans ce cas-là ou ils sont mécènes? Mécènes. Ils ne peuvent pas être coproducteurs parce qu'à cette échelle-là, en crowdfunding, ils ne peuvent pas être... c'est des petits montants, c'est des petits montants, mécènes. exactement. Okay. Ou alors, s'il y en a qui peuvent mettre de gros montants et qui peuvent se positionner en tant que coproducteurs, pourquoi pas? C'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière que tu n'as pas encore osé faire et que tu aimerais faire? Oser? Non. Ou aimer? Non. Quand tu as envie de quelque chose, tu le fais? Oui, en règle générale. J'ai des envies très raisonnables. Hein. Non, tu as juste une envie de 1 million d'euros. Voilà. 1 million d'euros pour faire un film. Ça, c'est petit pour un budget de film. C'est petit, 1,5 million. C'est un petit budget de film, 1 million. Mais c'est pas mais j'ai des envies très raisonnables. Je trouve que je suis une personne très raisonnable, donc mes envies, voilà. Restent quand même raisonnables. Oui, ça reste raisonnable. Ça reste. Je fais du théâtre ou je fais pas de théâtre. Je continue les études ou je fais pas de théâtre ou je fais du théâtre. Ça reste des envies raisonnables. Ouais. Et aujourd'hui, il y a. Je la fais, Marina? Vas-y. Ouais. C'est la question magique. Ouais. Si tu avais une baguette magique, que tout était possible avec cette baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais... non, je ne peux pas le dire. Ben si, moi je peux le dire. Non. La deuxième chose alors?
La deuxième chose, c'est-à-dire? La première chose que tu peux pas dire. Ouais. Et du coup, il y aura forcément une deuxième chose. Parce que c'est une baguette magique, elle peut faire plein de choses. Bon, tu as le droit à trois Tu veux me faire prendre au piège. Mais non Une baguette magique, elle ne fonctionne pas qu'une seule fois, après elle se casse, non. Bah, ce serait de faire en sorte que mon film se non, ça, produise. tu l'as déjà dit. Et ça, c'est possible, c'est atteignable, c'est réalisable. Quelque chose que aujourd'hui, peut-être, tu penses que ce n'est pas vraiment à ta portée ou... Je sais pas. Et ça peut être professionnel ou personnel. Bah, c'est de faire revenir les deux hommes de ma vie. Bah voilà. Ne serait-ce qu'un court instant, dire coucou, ça va, vous allez bien là-bas de l'autre côté. Nous ici, ça va. Nous, ça va. On gère. Et vous, ça va. Et puis voilà, c'est tout. Comme dit mon père, comment vous traite la vie. Oui, voilà, la vie nous traite mal ici, là-bas. C'est ça. Non, ce serait baguette magique, ce serait ça. À défaut d'autres choses, je ne vois pas ce que la vie pourrait... non. C'est ça. Professionnellement, c'est du domaine du possible, donc on se donne les moyens. On n'a pas besoin d'attendre la baguette magique. Non, on se donne les moyens. Tiens, vous avez raison. C'est ça. Donc, la baguette magique, elle permet quand même d'aller au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire. Exactement. Et là, en l'occurrence, on aurait adoré les avoir avec nous pour faire ce podcast, on va dire, en famille, avec les hommes de ta vie. Et aujourd'hui, si tu avais justement toute la jeune génération qui écoute... avec le parcours que tu as eu, avec tout le plaisir que tu as eu à faire ce parcours, ce chemin, tous les succès que tu n'as pas encore célébrés, qu'on va célébrer. On va célébrer, ouais. C'est vrai qu'il faut célébrer les succès. C'est ça, tous ces succès, ces moments de vie aussi compliqués. Une jeune que tu rencontres, tu lui dirais quoi? Soit à cette jeune-là ou à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben moi, à ces jeunes, pas la petite fille, parce qu'elle est loin, la petite fille. Elle est loin. Ouais. Et il faut regarder, il faut aller de Mais elle est toujours au fond, hein? Oui, elle est toujours au fond, mais tellement au fond que... Voilà, moi je préfère... Je me souviens même plus de ce que cette jeune fille voulait. Tu vois, parce que je regarde toujours devant. Bah, c'est de dire aux jeunes, c'est de regarder devant et d'y aller, quoi. De n'avoir peur de rien. Que tout est à portée, tout est accessible. Il faut essayer tout ce qu'on a envie de faire. Mais même pour une jeune femme sénégalaise qui est quand même, qui évolue dans la société qu'on connaît, toutes, tu lui dirais toujours la même chose? Oui, parce que la société accepte tout. La société accepte tout ce qu'on se donne comme qu'on s'autorise nous-mêmes. Dès l'instant où on se l'autorise, la société l'accepte. Au début, ils peuvent grincer des dents, mais après, on accepte tout. Donc, il faut y aller. Faut essayer des choses qu'on a envie d'essayer. Faut y aller. Faut y aller. Il faut avoir peur de rien. Faut y aller. Tout est possible, tout est accessible, tout est... Voilà. Tout est possible. Il faut y aller. Il faut y aller. Bah, écoute, moi, je pense que... C'est un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Ouais. Tout est possible. Et j'aime beaucoup ça parce que je trouve que tu as totalement raison. En fait, cette liberté, on se l'autorise et des fois même on l'arrache. Et c'est important, en fait, de le dire et que ça sorte aussi de la bouche d'une femme sénégalaise qui connaît très, très bien notre société et tout ce qu'on se dit avoir comme contrainte. Mais je trouve qu'aussi, on perpétue beaucoup de choses en tant que femme et tant qu'on ne brise pas cela, ça va continuer à se perpétuer. Et c'est tellement bon d'être libre. Ah, c'est tellement bon d'être libre. C'est ça. Et finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, se ressourcer, c'est en soi-même qu'on trouve les réponses quand on a besoin. Et là, dans ces cas-là, c'est à nous de nous autoriser en premier. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui fermons des portes. Exactement. Mais dès qu'on décide de les ouvrir, bon, les gens suivent. Hein. Tout le monde suit. Dès qu'on décide de les ouvrir, tout le monde suit. C'est qu'on décide nous-mêmes de nous fermer les portes par peur,
Par peur du qu'en dirait-on, par peur de la société, par peur de... Anyway, il y a plusieurs peurs qui nous entourent, nous, depuis qu'on est petite. Depuis qu'on est petit, c'est plusieurs peurs qui guident notre chemin. Et il suffit d'ouvrir les portes. D'essayer, quoi. Moi, je me dis toujours, bon, il y a une porte, on essaye, on va voir ce qu'il y a derrière. Exactement. Mais c'est vrai que quand on l'assume, en général, les autres, ils sentent qu'ils n'ont pas d'espace. Ils suivent. Voilà. C'est ça. Dès l'instant où on l'assume. Bon, après, il y a des cas exceptionnels de femmes qui sont vraiment contraintes. Oui, mais oui. ça, on les retrouve dans les villages reculés ou dans certaines familles. C'est des cas exceptionnels, ça. Mais dans la majeure partie des jeunes qui nous entourent, ils ont quand même une certaine liberté. Et que tout ce qu'il y a comme contrainte, c'est eux-mêmes qui se les posent comme barrière et ça continue. Mais dès l'instant où on a un minimum de liberté, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. La vie, ça se vit. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant cette conversation que j'aimerais aborder, que tu aimerais partager? Non. Moi, j'ai une toute dernière, pour que tu conclues en fait sur ton propre parcours. Quand tu regardes ton parcours et les parcours des femmes entrepreneurs que tu as autour de toi, dans ta propre famille, de grandes entrepreneurs aussi, pour toi aujourd'hui, ce serait quoi le regard que tu poserais sur l'entrepreneuriat féminin au Sénégal? Qui est différent d'il y a 10 ou 20 ans. Il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, les femmes ont plus de possibilités. Elles sont plus encadrées. Elles ont plus de... Il y a plus de la matière à être femme entrepreneur. À mon époque, ça me fait drôle de parler comme ça. Ça fait vieux à mon époque. Ah bah c'est dur, hein. Mais bon, à mon époque, c'était pas si simple que cela d'entreprendre. Moi, j'ai commencé à 20 ans à entreprendre, à ouvrir une galerie et à... voilà. Il y a aussi une galerie dans le salon de coiffure, la galerie. Oui, il y avait d'abord la galerie, après il y a le salon de coiffure. Mais quand j'entreprenais, il n'y avait pas tout ça, tout ce qui est mis en place pour les femmes. Et je me dis, c'est une raison de plus pour en profiter. Raison vraiment de plus pour en profiter parce qu'elles ont à boire et à manger, quoi. Il y a vraiment... Elles ont tout ce qu'il faut pour... Moi, j'essaie de suivre des fois, mais j'ai du mal. Tellement il y a d'offres, tellement il y a de... Tu vois, elles ont de quoi faire. Il y a beaucoup d'opportunités. Énormément d'opportunités pour elles. Énormément. Moi, j'ai l'impression que toutes les femmes aujourd'hui se doivent d'être entrepreneurs. Se doivent au moins d'être entrepreneurs. Au moins. Tu vois? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises à leur portée que... Allez-y, sortez des bureaux, allez entreprendre. Tu vois? C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas une critique en soi, mais il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup trop de choses. Écoute, moi c'est bon pour moi. Merci beaucoup pour cet échange. C'était un grand plaisir. Merci. Tu as échappé à ma question croustillante. Mais pourquoi tu l'as pas posée? Parce que tu as dit que tu cherches, t'es pas encore... Ah oui. Bon, oui, je cherche. Hein. Non, mais je cherche même pas. Non, je cherche pas. Tu attends qu'on te trouve. Oui, on va dire ça comme ça. J'aime bien ça. Tiens, j'attends qu'on me trouve. Tu attends qu'on te trouve. Non, je cherche pas. J'ai cherché à un moment donné et puis là, je cherche plus. Tu cherches plus? Non. Mais écoute, c'est parce que c'est peut-être pas encore le bon moment. Non, je pense que c'est pas le bon moment et je sais pas quand est-ce que ce sera le bon moment, mais voilà, je cherche plus. Ouais. Donc tu profites de la vie. Je profite de la vie. Je vais voir mes enfants bientôt et puis voilà, la vie est belle. Et puis je me concentre sur mon projet là.
trouver de quoi le produire et puis voilà. Je répète encore 1,5 million d'euros. Bon, c'est pas la peine de répéter non plus. Non, je rigole. ça, on va le couper. C'est pas la peine de répéter non plus parce que ça fait peur ça. Même si c'est pas grand chose. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. C'est un petit budget. C'est un petit budget, mais un budget qui est largement suffisant pour faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Bah, en tout cas, nous, c'est tout le succès, le bonheur, le plaisir qu'on te souhaite. Merci. Et où est-ce qu'on peut te suivre si les gens veulent suivre un peu justement tes prochaines productions, réalisations, où est-ce qu'ils vont pour te suivre? Bah, sur les réseaux sociaux. Moi, je communique des fois sur les réseaux sociaux, pas tout le temps, hein, mais des fois sur les réseaux sociaux. C'est Mada ou c'est Armada? C'est Armada. Sur Armada. Sur Armada Sénégal. Bon, j'essaierai de publier un peu plus souvent. Ok. Donc Armada, ça s'écrit A-R-T. M-A-D-A. M-A-D-A. Sénégal. Et de toute façon, il y aura certainement une belle promotion, en tout cas, de ce film quand il sera sorti. Nous, on attend ça avec impatience. On te remercie beaucoup de ton partage avec nous parce que c'est vrai que dans le paysage audiovisuel, cinématographique, nous n'avons pas beaucoup de femmes et il y a encore beaucoup de place à prendre dans ce secteur-là. On espère qu'en tout cas, tout cela aura inspiré ne serait-ce qu'une jeune. Je pense qu'à chaque fois qu'on transforme ne serait-ce qu'une vie, ça vaut la peine de partager ce qu'on partage. Et donc, on te remercie énormément de nous avoir accueillis dans ton confortable canapé de ton salon. Et on espère revenir pour plein d'autres échanges ici, et avec un café, un thé ou quelque chose comme ça. Ou un tchéboudion ou un bahal ou un rach. Et on va célébrer. Et on va célébrer. Il faut qu'on célèbre là. On va célébrer maintenant. Bon, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de donner des interviews, de faire des sorties et tout ça. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, j'espère à bientôt. Très vite. De toute façon, on sait où tu habites. Ah, voilà. Merci. Merci beaucoup. We have it.